Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, la coordination des mouvements de l'Azawad entre dans le nouveau gouvernement au Mali. C'est une grande première depuis la signature de l'accord de paix en 2015. Qu'en pense justement la population? Réponse dès le début de ce journal. Et au Burundi, elle était très attendue. La commission Vérité et Réconciliation poursuit ses travaux. Nous parlerons des défis de cette commission avec son président, Monseigneur Jean-Louis Nahimana. Et les élèves de l'école, les anciens élèves de l'École nationale d'administration de France parlent d'économie écologique. C'était dans le cadre d'un colloque international qui se tient actuellement à Yaoundé. Les précisions avec notre correspondante. La composition du nouveau gouvernement malien a été révélée ce jeudi et le principal changement concerne l'entrée dans l'équipe gouvernementale d'une membre de la coordination des mouvements de l'Azawad. Il s'agit de Nina Wallet Intalou, chargée du ministère de l'Artisanat et du Tourisme. Voici quelques réactions de la population. Le Premier ministre devait démissionner d'abord et le président Ibrahim Bokar Keïta va faire la consultation des partis politiques, des sociétés civiles, même de la presse pour former un nouveau gouvernement de combat. Parce que le moment là, c'est un gouvernement de combat que le Mali a besoin. Le nouveau gouvernement a été mis en place dans le contexte de la promesse tenue par le président de la République dans le cadre du processus d'Alger, et en particulier l'accord de Bamako. Et donc la communauté internationale attendait une certaine ouverture pour que les dividendes de la guerre pour les groupes rebelles soient effectifs. Dans le reste de l'actualité également, ce report des négociations inter-burundais qui devaient se tenir ce samedi, des négociations finalement reportées au 12 juin. Ces pourparlers visent à une sortie de crise déclenchée il y a plus d'un an par l'annonce de la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat. Et toujours au Burundi, la phase opérationnelle de la commission Vérité et Réconciliation a démarré, une commission mise sur pied en mai 2014 dont les travaux vont porter sur 46 ans de la vie politique et sociale du pays, de l'indépendance du pays en 62 jusqu'en 2008. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau Monseigneur Jean-Louis Nahimana, le président de la commission Vérité et Réconciliation. Bienvenue Monseigneur Nahimana. Merci beaucoup. Alors, le but de cette commission est de faire la lumière sur des périodes sombres de l'histoire burundaise. On pense notamment à la guerre civile. Mais pourquoi s'arrêter à 2008 alors que, par exemple, il y a eu la crise de 2010 qui a fait quand même ressortir des tensions entre communautés et il y a bien entendu la crise actuelle. À toute fin utile, je voudrais rappeler que normalement, cette commission aurait dû être mise en place déjà en 2000, juste au sortir des pourparlers de paix de Arusha. Mais il se fait qu'à l'époque, il y avait encore des factions armées rebelles qui n'avaient pas encore déposé les armes. Donc on a pensé prolonger un tout petit peu le mandat de la commission jusqu'en 2008. La date décembre 2008, date qui est considérée comme fin de la belligérance au Burundi. C'est avec cette date que la dernière faction armée, dirigée par Agathon Rwasa, a accepté de déposer les armes et signer les accords de paix. Donc d'où la date de 2008. Oui. Mais pourquoi ne pas prolonger tout de même les travaux jusqu'à la crise de 2010 et encore la crise actuelle qui fait quand même... Là aussi, je dois dire que le législateur, celui qui a rédigé la loi, ne pouvait pas prévoir qu'en 2015, il allait y avoir une crise, celle que traverse le Burundi aujourd'hui. Souvenez-vous que la commission a été mise en place en 2014 et à l'époque, c'est vrai que les esprits étaient un peu surchauffés, mais personne à l'époque ne pouvait penser que le Burundi allait plonger si bas comme on le constate aujourd'hui. Bien entendu, mais il y a eu quand même 2010 et la crise de 2010, elle aurait pu être prise en compte par ces travaux, n'est-ce pas? Oui, ça c'est une question que tout le monde pose. C'est un défi qui est là.
mais que malheureusement, je crois que c'est pas la commission. C'est pas à la commission de faire la lumière sur. Non, la commission, c'est pas elle qui fait la loi. Donc je pense que cette question, il faut l'adresser aux législateurs. Et j'en conviens, moi aussi. Mais je pense qu'il faut plutôt ensemble faire le plaidoyer pour qu'on tienne compte aussi des violations massives des droits de l'homme qui se sont commis après cette date-là. Mais me le demander à moi, c'est pas moi qui fais la loi, donc je suis un peu gêné quand on me pose cette question. Je pense qu'il faut l'adresser à qui de droit. J'entends bien. Alors, pensez-vous quand même, Monseigneur, que ce travail d'investigation auprès des victimes puisse aboutir au regard du contexte actuel? Jugez-vous l'environnement suffisamment serein pour ces travaux? Pas du tout. L'environnement sociopolitique vraiment n'est pas, je dirais, très favorable. C'est un défi qui est là. Mais dire que c'est un défi, c'est pas dire que c'est un obstacle. Donc la commission doit, réussir le tour de force, se positionner par rapport à la situation actuelle et pour essayer d'interagir avec le contexte qui est le nôtre aujourd'hui. Mais sinon, de là à dire qu'il faut arrêter les travaux de la commission, pour moi, ce serait une erreur. Si la commission a mis autant d'années pour être mise en place, s'il faut arrêter les travaux comme elle a déjà commencé, c'est la même chose pour la question précédente. Moi, je dis qu'il faut continuer à faire le plaidoyer pour qu'on tienne, compte de la situation actuelle, mais tout en laissant la commission faire son travail. Je crois que... Mais est-ce que ça sera une commission indépendante? Mais elle l'est. La commission elle est indépendante, d'abord de par la loi, qui précise bien, je pense, à l'article 2, à l'article 9 aussi, que la commission est indépendante de tout pouvoir public et neutre dans son fonctionnement. Ça, c'est de 1. Et puis de 2... pour rassurer la population, je pense que tout dépendra de la conviction des membres qui composent cette commission. Et un dernier mot, Monseigneur, avec quels moyens va pouvoir travailler cette commission? Comment allez-vous travailler? Quels sont les moyens mis en place? Là aussi, je dois me référer à la loi qui est claire là-dessus. Les moyens de la commission proviennent de l'État, une partie de l'État, mais aussi des partenaires techniques et financiers du Burundi. Et quels sont vos partenaires à l'heure actuelle? Alors, dans un premier temps, nous avons privilégié le partenariat avec l'Office des Nations Unies aux droits de l'homme, qui nous accompagne depuis la création de la commission. Il y a aussi le PNUD comme unité de gestion. Nous sommes en train de finaliser les modalités de financement et en mettant en place un comité de pilotage tripartite, donc la commission Vérité et Réconciliation, avec l'Office des Nations Unies aux droits de l'homme et le PNUD. Et on a déjà organisé 2 tables rondes justement à propos de cela et les travaux avancent très bien. D'accord. Donc je vous remercie, Monseigneur Jean-Louis Naïmana, d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle que vous êtes le président de la commission Vérité et Réconciliation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les anciens de l'ENA, grande école française chargée d'assurer la sélection et la formation des hauts fonctionnaires, sont depuis le 6 juillet en conclave à Yaoundé. Au total, ce sont une centaine de participants qui tentent notamment de trouver des réponses liées à l'innovation technologique en tant que facteur de croissance économique. C'est un reportage de Viviane Bauken. L'école normale d'administration et de magistrature du Cameroun a servi de cadre aux assises de la conférence internationale des associations des anciens élèves de l'école nationale d'administration de France. L'objectif de la rencontre est de réfléchir sur les conditions d'une conciliation entre l'économie écologique et les innovations technologiques en vue d'une croissance durable des pays en développement. L'innovation technologique figure au rang des leviers à actionner par nos pays pour atteindre une croissance durable. Dans cette perspective, les technologies de l'information et de la communication apparaissent comme le moteur d'une nouvelle forme d'innovation et d'expansion d'une économie dite numérique.
Là aussi, le Cameroun ne compte pas rester à la traîne. Le développement de l'économie numérique figure désormais en bonne place dans les priorités de l'agenda gouvernemental. L'idée de ce colloque qui se tient après le sommet de Paris sur les changements climatiques et la conférence économique internationale de Yaoundé, investir au Cameroun est de permettre à l'Afrique de développer et promouvoir son écosystème via les technologies de l'information et de la communication. L'Afrique peut bénéficier de ces innovations technologiques, industrielles, de toutes les retombées. Et c'est vraiment une chance de voir l'application ici à Yaoundé, au Cameroun, d'en parler entre nous. Et le Cameroun pourra être un pays pilote et après nous pourrons les implanter dans les autres pays. Le Congo a axé sa politique en 4 points principaux, à savoir l'aménagement des forêts, le PRONAR, qui est le programme national d'afforestation et de reboisement. Et le 3e point, il s'agit bien de la politique des aires protégées, qui constitue 13% des forêts certifiées. L'Association camerounaise des anciens élèves de l'École nationale d'administration de France a été créée en 2002 et compte à ce jour 46 membres. La Sénat se veut également un cadre de réflexion et une force de proposition sur les grands sujets d'actualité. Dans le reste de l'actualité également, le défilé printemps-été 2017 d'Iman Aïssi, le styliste camerounais, fait de plus en plus parler de lui. Le défilé haute en couleur s'est tenu ce jeudi à Paris à la Maison des Métallos, au cœur de la capitale française. Et cela au grand bonheur des amoureux de la mode. On a recueilli pour vous quelques réactions à la fin de ce défilé. Regardez. Je suis toujours absolument bluffée par le talent d'Iman Aïssi et cette capacité qu'il a de synthétiser tout le métissage du monde dans ses créations. C'est toujours ce qui me marque chez lui. Et Asselin est un exemple magnifique. Et surtout, les manteaux, et vers la finale, les petits hauts avec les pantalons assortis, la doublure violet, fuchsia, les couleurs que j'adore. Et vraiment là, pour une fois, les tissus africains, je vais dire, elle est travaillée modernement et ça donne envie de porter. Ça rentre dans la haute couture, vraiment ça rentre dans ce monde de la haute couture. Et je lui dis bravo parce que c'est de mieux en mieux. C'était juste magnifique, il a vraiment très bien su utiliser le tissu africain, le moderniser et donner une coupe géniale. J'ai adoré, c'était magnifique, vraiment, bravo. Il fait tellement de merveilles que j'ai pas de choix. Moi je suis gourmande. S'il faut porter toutes les tenues, je les ferai. Il n'y a pas de problème. Moi-même je suis fan numéro 1 de mon frère. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.